Dès que la nuit tombe, Cyril se barricade chez lui. Il jette toujours un coup d'œil aux alentours. En 2006, il s'est fait tirer dessus et aujourd'hui, l'idée que ça recommence le terrifie. C'est là que ce serait peut-être le moment de la journée le plus risqué, dans le noir, qui nous tend une embuscade. Cyril a peur de cet homme, son propre père. C'est lui qui a tenté de le tuer il y a 4 ans et il vient juste de s'évader de prison. Cyril, ouais. T'as fermé la porte du cellier? Ouais, J'ai tout fermé. Ouais, j'ai tout revérifié. On sait qu'il est impulsif, on sait que du jour au lendemain, il peut arriver ici et il n'arrivera pas à la faire au fusil, quoi. C'est ça qu'on a eu peur, on le redoute vraiment, quoi. On se lève, on a la peur au ventre, on se couche, on a la peur au ventre. On n'est plus serein comme avant. Hein. C'est pas possible. Cyril a reçu 3 coups de fusil. Sur cette radio, chaque tache noire correspond à un plomb de gros calibre. Il en a toujours une trentaine dans le corps. Et son métier d'entraîneur de chevaux de course n'arrange rien. Voilà. Par chance, aucun plomb n'a touché d'organes vitaux. Mais à chaque fois qu'il monte à cheval, il a mal. J'ai été handicapé pendant un moment, et même bon, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que je suis quelque peu diminué. Hein. C'est des douleurs tout le temps, dans les cuisses et tout ça. Quelque part, on se sent toujours un peu moins fort, quoi. Et ça rappelle toujours ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, cet homme qui a voulu tuer Cyril, son propre fils, est en cavale. Il est à nouveau une menace pour sa famille. Retour sur le parcours de ce père qui terrorise les siens. Il est vrai que Bernard Estrampe a connu une enfance douloureuse. Il naît en 1948 à Tarbes, dans le sud-ouest, et grandit à Tillac, un petit village du Gers, au pied des Pyrénées. Il ne connaît pas son père et n'a que 12 ans quand sa mère meurt. Le gamin atterrit alors chez son oncle. Bernard Estrampe a passé toute son enfance dans cette ferme. Le petit garçon a laissé de bons souvenirs à l'homme qui l'a élevé. Monsieur. Bonjour. C'est vous qui l'avez aussi un peu élevé, c'est ça? Oui, c'est nous qui l'avons élevé, oui. Ici, dans cet endroit-là, ici. Ah, mais oui. Oui. Quel genre d'enfant c'était? Toujours plus ou moins espiègle. Un enfant espiègle qui n'a jamais été menaçant. Il faut dire que l'oncle faisait régner l'ordre à la maison. Ses fils et puis son ex-femme m'ont dit qu'il avait quand même menacé avec son fusil un certain nombre de personnes. Vous avez il m'a jamais braqué, moi. Hein. Ah, il m'a jamais braqué, moi. Hein. Ouais, il n'osait pas. Ah, je sais pas. Du respect. Ouais. Sa vie d'adulte est tout aussi chaotique. À 20 ans, Bernard Estrampe est électricien chez EDF et jeune marié. Après la naissance de son premier fils, il divorce et se remarie quelques mois plus tard. Il aura 2 autres garçons. À 50 ans, il prend sa retraite et divorce à nouveau. Rosemary, sa 2e femme, a réussi à souder cette famille recomposée. Ça va? Ça va bien. Ça va? Tu aller? Oui. Tu veux me passer? Oui. Ce soir, un des 3 garçons manque à l'appel. À gauche, Jean-Bernard, l'aîné, âgé de 41 ans. À côté de lui, son demi-frère, Cyril, 32 ans. Entre les 2 hommes, la ressemblance est troublante. Ils ont le même père. Rosemary, l'ex-femme, a subi des brimades pendant 25 ans. Tous se souviennent d'un homme à 2 visages. Il a tout le temps manipulé tout le monde. Il a toujours fait l'agneau et derrière l'agneau se cachait un monstre. Depuis le début, moi j'ai été éblouie et les d'autres personnes ont été éblouies comme moi. Dans le cadre familial, en fait, c'était un tyran, c'était un monstre. Voilà, il nous a fait vivre l'enfer. Qu'on fasse quelque chose de bien ou pas, c'était toujours des engueulades, des coups, et cette pression psychologique en permanence sur la personne. Pour détruire, oui, voilà, nous détruire. Moi, je dis des fois, c'était un gourou. Voilà. Le destin de la famille bascule dans le drame le 13 septembre 2006. Ce jour-là, Cyril reçoit un coup de téléphone de sa mère. Une énième dispute vient d'éclater au sein du couple, pourtant divorcé depuis 10 ans.
Il a manqué l'étrangler, c'était allé assez loin, c'était violent. Le jeune homme prend immédiatement le volant pour aller secourir sa mère. Sur la route, Cyril ne remarque pas qu'une voiture arrive derrière lui à toute allure. C'est son père, lancé à sa poursuite. Il le force à s'arrêter. Donc il vous immobilise de l'autre côté de la route en fait, c'est ça? Il m'immobilise au milieu de la route, là. Je suis au volant de ma voiture. Aussitôt, il sort et il dégaine une arme et ouvre le feu sur moi. Et ça, c'est les traces des impacts. Donc je reçois quelques plombs dans les mains, dans le bras. Voilà. Pour sauver sa peau, Cyril sort de sa voiture et court. Son père le poursuit et lui tire encore 2 fois dessus, au dos et aux jambes. Un peu plus loin, le jeune homme s'effondre. Je tombe dans le fossé. Là, je crie « je vais mourir » et je fais le mort dans le fossé. Je ne peux pas arriver plus loin et je sais que si je ne fais pas ça, il va me tirer d'autres cartouches dessus. Le croyant mort, son père s'en va. Malgré ses blessures, Cyril trouve la force de traverser les ronces. Il rampe, arrête une voiture et désigne tout de suite son agresseur. Je dis à la dame qui s'est arrêtée, je lui dis c'est mon père, il m'a tiré dessus. Voilà, qu'on sache au moins qui c'est qui m'avait fait ça. L'automobiliste prévient les secours. Cyril est transporté à l'hôpital dans un état grave. Quelques heures plus tard, son père se rend de lui-même à la gendarmerie. Là, après ces faits-là, ça peut pas être votre père. Je peux plus l'appeler, voilà, papa ou mon père. Hein. Non, non. Un père doit pas faire ces choses-là. Dans la voiture du père, les gendarmes découvrent plusieurs fusils de chasse et des couteaux. Un petit arsenal dont l'accusé ne se séparait jamais. Au procès, les experts psychiatres décrivent un homme paranoïaque et dangereux. Les jurés le condamnent à 12 ans de prison ferme. Sa famille se croit alors à l'abri de ce père despote et violent. Mais rien ne va se passer comme prévu. Après 4 ans derrière les barreaux, Bernard Estrampe est transféré au centre de détention de Mozac, en Dordogne, une prison très particulière. Ici, les prisonniers, en majorité des délinquants sexuels en fin de peine, bénéficient d'un régime de réinsertion basé sur la confiance. Ils circulent librement dans l'établissement. Des grillages remplacent les murs qui bouchent d'habitude l'horizon. Et les miradors sont condamnés depuis longtemps. Bernard Estrampe va savoir profiter de ces conditions de détention plus souples. Il va aussi tout faire pour amadouer ses surveillants. Thierry, un des gardiens, lui a parlé tous les jours. C'est un détenu correct, poli, levé le matin surtout à l'ouverture, à 7 h. Hein. Une fois que le contrôle effectif était bon, ben, il sortait de sa cellule, il allait sur la cour de promenade et il marchait. Toute la journée? Pas toute la journée, mais souvent. Ce qui fait qu'il s'entretenait physiquement par la marche. Bernard Estrampe choisit un jour bien spécial pour s'évader, le 25 décembre, jour de Noël. Ce matin-là, il fait encore nuit quand il sort marcher dans la cour. Le détenu à l'allure sportive s'approche du premier grillage et l'escalade facilement. Il a aussi calculé comment franchir le deuxième rempart. Il sait qu'à cet endroit-là, les ouvriers ont laissé traîner du matériel. Il s'en sert pour écarter la clôture coupante. Une fois qu'il a sauté, Bernard Estrampe est libre. A-t-il réussi à traverser la Dordogne ? Ou bien est-il parti tout simplement par la route, attendu par un éventuel complice ? En tout cas, la facilité avec laquelle le prisonnier s'évade pose plusieurs questions. Est-ce que la surveillance est à montrer un peu du doigt quand même? Non, non, non. Non, je pense pas, non. Non, non. L'enquête, diligentée par l'administration pénitentiaire, devra aussi expliquer pourquoi Bernard Estrampe était incarcéré dans la partie de la prison la moins sécurisée. Pour cette syndicaliste, l'erreur est là. Comme on a des problèmes d'effectifs, de place, et qu'il avait un bon comportement, que c'était quelqu'un de calme, qui ne posait pas de problème, etc., il a bénéficié de cette mesure de faveur. Donc,
Donc il n'y avait aucune raison qu'il soit là. Normalement, non. Où est donc passé Bernard Estrampe depuis 3 mois? La section de recherche de Bordeaux est chargée de retrouver le fugitif. Gendarmes, policiers et procureurs n'ont pas voulu nous rencontrer pour faire un point sur l'enquête. Oh punaise. Rosemarie, elle, sait bien que son ex-mari est capable de vivre dans des conditions difficiles. Après leur séparation, Bernard Estrampe s'était installé en pleine nature, dans le Gers. Le retraité vivait là, en solitaire, au milieu de ses chevaux. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose des box et de la cabane où il dormait. Rosemarie a d'ailleurs des difficultés à reconnaître les lieux. Bon, j'ai du mal à m'y repérer. C'était là où il s'était installé, certainement où il y avait pour dormir. Voilà. Et ça, c'était une armoire. Ah oui, l'armoire, celle-là, l'armoire qu'il avait embarquée. Donc là, c'était quoi? Ah, bien, il y avait tous les box pour les chevaux. Ah, bien, l'arrivée d'eau. Voilà, ça y est. Je me remets. Et chaque box, là, combien il y en avait, tout est... voilà, ça allait jusque là-bas. C'est rustique, non? Oui, c'est rustique, mais ça correspondait au personnage. Ah, ben, il y en a bien un qui Des conditions de vie spartiates que Bernard Estrampe a peut-être retrouvées depuis le début de sa cavale. Personne ne sait où il se cache, mais son oncle est persuadé qu'il n'est pas tout seul. Si demain il arrive, là, vous faites quoi? S'il n'a pas mangé, je le fais manger, et puis je lui dis, tu vas te rendre, point à la ligne. Hein. Il est capable de vivre comme ça dans la nature pendant Mais non, il est au chaud, ne vous en faites pas. Il est au chaud, moi je mettrai la main au feu. Vous avez une idée? Ça, il avait les complices. Hein. Quand il est parti, il devait avoir les complices. Ça, je vous le dis. Dans le village où il a grandi, tout le monde est convaincu que Bernard Estrampe a bien préparé son coup. Jean-Louis, lui, en est sûr. Il a même une petite idée de l'endroit où son ami d'enfance pourrait se cacher. J'imagine, je ne sais rien. Pour moi, il est au Maroc. Ça n'engage que moi, je peux me tromper, personnellement. Pourquoi au Maroc? Parce qu'il avait une de ses maîtresses qui était arabe. Quel que soit l'endroit où il se trouve aujourd'hui, Bernard Estrampe continue de terroriser sa famille. Ils sont persuadés qu'il viendra se venger un jour ou l'autre. Car au procès, tous ont témoigné contre lui. Et juste avant de s'évader, le père a donné de ses nouvelles. Donc cette lettre, il vous l'envoie quand? Il me l'envoie, je la reçois le 14 décembre 2009. Donc 10 jours exactement, oui, avant son évasion. Une lettre de 4 pages, noircie d'une écriture serrée, dans un français de bonne tenue, où son père n'exprime aucun regret, aucune excuse. Au contraire, la lettre n'est qu'une longue litanie de reproches à propos du passé. Bernard Estrampe se fait même menaçant. Je n'ai pas l'intention de régler des comptes avec toi, mais ne t'amuse plus à faire des dépositions aussi mensongères. Voilà, donc vous voyez, c'est une mise en garde. À peine voilée, quand même. À peine voilée, voilà. C'est comme ça. Depuis l'évasion, la tension est montée d'un cran pour tout le monde. Parce que déjà, il avait tout le temps un fusil. Et alors après, quand le téléphone sonne, on a peur que ce soit une nouvelle. Bon, on se dit, ben, c'est peut-être qu'on va nous dire, ben, ça y est, on l'a retrouvé. Mais ça peut être aussi une très mauvaise nouvelle. Cela fait maintenant 3 mois que Cyril et les siens vivent dans la terreur. Les autorités sont conscientes du danger. Gendarmes et policiers nous affirment qu'ils assurent discrètement la protection de toute la famille.